Je n'arrive pas à croire qu'elle ait tué sa propre sœur. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans leur histoire. C'était comme une sœur pour elle. Elle était ravie de nouer cette nouvelle relation. Teresa Fowler était la petite fille la plus joyeuse de tout le quartier. Elle se bagarrait souvent avec les garçons, ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'elle a été élevée avec 4 frères. Son frère préféré était Lonnie, mais en grandissant, elle avait très envie d'une petite sœur. Son rêve se réalise bien des années plus tard, lorsque Lonnie demande en mariage sa petite amie Betty Jo. Betty Jo a rencontré Lonnie très jeune. Elle avait un cœur en or et elle prenait soin de tout le monde. Teresa a enfin trouvé la sœur dont elle a toujours rêvé. Non pas une sœur de sang, mais une sœur de cœur. Et Betty Jo ressent la même chose à son égard. Elles ne sont pas seulement belles-sœurs, elles sont une famille. Teresa était comme une sœur pour elle. Elle était ravie de nouer cette nouvelle relation. Le mariage est une réussite. Teresa et Betty Jo ont hâte de partager leur vie ensemble. Elles étaient heureuses. Tout allait bien. Bien sûr, elles sont encore jeunes et naïves. Elles ne se doutent pas que d'horribles choses peuvent arriver à des gens très bien. Les belles-sœurs s'installent au Texas. Teresa vient de divorcer. C'est une jeune mère célibataire qui élève seule sa fille Désirée et son fils Cody. On était une famille très soudée. Ma mère était drôle et pleine d'entrain. Elle pouvait illuminer une pièce rien que par sa présence. Quand on était petit, on était de vrais casse-pieds. Mais elle arrivait à nous supporter. Betty Jo adore aider Teresa à s'occuper des enfants. Les belles-sœurs sont devenues inséparables. C'était les meilleurs amis du monde. Mais quand Lonnie se voit proposer un poste en Caroline du Nord, les belles-sœurs se retrouvent à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Lonnie travaille beaucoup et Betty Jo se sent seule. Dans la famille du côté de ma mère, on est très proches les uns des autres. Mais au fil des ans, Betty Jo donne naissance à un fils, Justin, puis à un deuxième fils, Alan. Elle restait à la maison avec les enfants. Elle les emmenait à l'école, leur faisait à manger, leur donnait le bain. C'est elle qui s'en occupait au quotidien. Ses enfants illuminent sa vie. Son seul regret, c'est qu'ils ne passent pas plus de temps avec leur famille au Texas. Mais malgré la distance, Betty Jo parvient à rester proche de sa belle-sœur. Teresa considère toujours Betty Jo comme sa meilleure amie. Elles attendent chaque fois avec impatience les réunions de famille pour se voir et rassembler tous leurs proches. On avait tous hâte d'y être. C'était la première fois que toute la famille et toute la fratrie allaient être réunies. 5 générations dans la même maison et sur la même photo. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Cette année, une tragédie va les obliger à annuler la réunion de famille à la dernière minute. Lonnie était censée arriver le jour de la réunion. Et puis, on a reçu un coup de téléphone. Il y a un étang derrière la maison de Lonnie et Betty Jo. Le petit Alan est tombé dedans et il a disparu dans les flots. Son grand frère, Justin, a essayé de le sauver, mais ils se sont tous les deux noyés. Ma mère était dévastée. Elle ne savait pas quoi faire. C'était triste. Vraiment. Très triste. Curieusement, Teresa se met en colère et elle commence à critiquer Betty Jo. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas mieux surveillé ses enfants. Avec ces accusations, Teresa déclenche un véritable conflit familial. Après la mort des enfants, elles se sont éloignées. Entre les deux belles-sœurs, les dégâts semblent irréparables. De son côté, Betty Jo est déjà rongée par la culpabilité.
Elle a le cœur brisé et elle est submergée par le chagrin. Elle a perdu toute sa joie de vivre. Elle a souffert d'une grosse dépression et d'un stress post-traumatique suite à la perte de ses enfants. Sans Betty Jo dans sa vie, Teresa part à la dérive. Cody vit avec son père et Désirée grandit vite. Elle et Teresa deviennent de vraies fêtardes. Ma mère traversait des moments difficiles à cette époque-là. Elle faisait beaucoup la fête. Sa vie était plus tumultueuse que celle des autres mères. On sortait et on faisait plein de choses qu'une mère et sa fille ne sont pas censées faire ensemble. En ville, le comportement extravagant de Teresa est sur toutes les lèvres. Les voisins assistent à cette spirale infernale qui prend fin le jour où elle se fait arrêter pour possession de drogue. Elle a été accusée de détention de drogue et elle a fait un séjour en prison. Elle s'est fait rattraper par la justice, mais au final, ce temps passé en prison lui a été très bénéfique. Elle a passé 11 mois et demi derrière les barreaux. Là-bas, elle s'est trouvée. Elle s'est fait baptiser et je pense que ça l'a beaucoup aidée. Elle avait enfin décidé quel genre de personne elle voulait être, ce qu'elle voulait dans la vie et ce que la famille signifiait pour elle. Quand Teresa est libérée de prison, la première chose qu'elle veut faire, c'est réparer ses torts et panser les blessures, surtout avec sa belle-sœur. Betty Jo et Lonnie vivent aujourd'hui à Palm Bay, en Floride. Alors Teresa fait ses valises et roule vers l'est pour se rapprocher d'eux. Elle était toute excitée et prête à changer. Elle voulait se reconstruire à Palm Bay parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire au Texas. C'était plus facile de partir pour tout recommencer à zéro, et c'est ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Betty Jo a essayé de combler le vide laissé par ses deux fils en ayant des jumeaux. Elle veut que la famille se réconcilie, alors elle accepte rapidement les excuses de Teresa. Les deux belles-sœurs enterrent la hache de guerre. Elle passait beaucoup de temps chez Lonnie et Betty Jo. Et elle me disait qu'elle adorait sa vie. Elle était heureuse. Mais Betty Jo n'en a pas fini avec la culpabilité. Elle a tout un stock d'analgésiques qu'elle jure n'utiliser que lorsqu'elle a mal au dos. Mais elle se ment à elle-même. Elle s'est rendue compte que les antidouleurs l'aidaient à anesthésier son chagrin et lui permettaient d'avancer. Teresa, quant à elle, semble aller très bien. Et pour cause, elle a rencontré quelqu'un. Il s'appelle Kevin et ils sont déjà fiancés. Ils ne se voyaient que depuis quelques semaines. Ça a été très rapide. Betty Jo était ravie d'organiser le mariage de Teresa. Ils commencent à sortir entre couples. Lonnie et Kevin s'entendent à merveille. Mais après ses problèmes de drogue, Teresa passe un peu trop de temps dans les bars. Elle renoue avec ses vieux démons et se lâche. Tout comme Betty Jo. Peut-être même un peu trop pour une femme mariée. Après s'être installée à Palm Bay, Teresa ne tarde pas à retrouver son fils. On était restés en contact sur les réseaux sociaux et par téléphone. Et comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ensemble, je lui ai dit que je venais vivre avec elle pour qu'on puisse repartir à zéro. Et elle a accepté. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, elle n'était pas là, mais elle m'avait laissé un mot qui disait « Je reviens, ne t'inquiète pas ». Maman, j'ai 19 ans, tu peux faire ce que tu veux, je vais pas disparaître. Je serai toujours là quand tu reviendras. Ce dimanche soir commence comme n'importe quelle soirée au bar. J'étais à côté, je les voyais jouer au billard. Ils s'amusaient bien. Mais Betty Jo est un peu trop pompette et d'humeur dragueuse. Sans le savoir, son comportement va déclencher une suite d'événements tragiques qui va détruire leur vie à jamais. C'est arrivé très vite. J'étais sous le choc. Comment les choses ont-elles pu si mal tourner? Il fait nuit noire lorsque la police arrive sur la scène de crime.
Il s'agit du parking du bar. Ce même bar où les belles-sœurs Teresa et Betty Jo ont passé la soirée à boire des verres et jouer au billard. Mais apparemment, Betty Jo se serait un peu trop rapprochée du DJ. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'une dispute ou même une bagarre éclate. Mais personne n'aurait pu prédire un tel drame. L'une des deux femmes se retrouve entre la vie et la mort après avoir été écrasée par une voiture qui aurait pris la fuite. Vers 1h30 du matin, les urgences nous ont appelés pour nous signaler un délit de fuite suite à un accident de voiture. L'inspecteur de la brigade criminelle, Mark Minir, se rend à l'hôpital pour enquêter. Et il a beaucoup de questions à poser à Lonnie et Kevin sur les deux femmes de leur vie. On les a interrogés séparément et on a enregistré leur conversation. On a un problème, Lonnie. Et c'est pas mon problème, ok? Vous êtes bouleversé parce que les deux femmes de votre vie sont toutes les deux dans un sale pétrin. Je parle de votre femme et de votre sœur. Avez-vous autre chose à dire sur ce qu'il s'est passé ce soir? Comme quoi? Quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé? Non, c'est tout. Vous avez entendu un bruit dehors qui pourrait expliquer tout ce sang? Cette voiture est arrivée sur nous, elle nous a renversés et elle s'est enfuie. On traversait le parking et là, juste devant le magasin, Ouais. on marchait quand une voiture est arrivée de nulle part et bam bam bam. Ce qu'ils racontaient n'avait pas l'air très crédible. Je sais pas, c'est arrivé si... Je comprends. C'est arrivé si vite. Écoutez, je ne suis pas ivre et je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais ce qui s'est passé. C'est pas compliqué. Ce qu'ils racontaient était très vague, avec trop peu de détails. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans leur histoire. Était-ce un homicide volontaire ou était-ce un accident un peu bizarre? On ne savait pas. Pendant ce temps, la police fouille la scène de crime, le parking du bar. Ils ont trouvé une mare de sang assez importante, des vêtements et des téléphones. À ce moment-là, on était convaincus qu'il s'était passé autre chose sur ce parking. Mais on ne savait pas quoi. Coup de chance, le parking est placé sous vidéosurveillance. Les enquêteurs appellent Larry Spencer, chargé de la sécurité du bar. Vers 3-4 heures du matin, j'ai reçu un appel me demandant de me rendre au poste de police. Je ne savais pas ce qui s'était passé, alors ils m'ont expliqué. Ils ont vu qu'il y avait des caméras qui filmaient le parking et ils ont voulu regarder les vidéos. On a visionné les images, et là, je me suis dit que je n'avais jamais vu une vidéo aussi nette et aussi choquante de toute ma carrière. Et j'avais 25 ans d'ancienneté. J'étais horrifié. C'est une tentative de meurtre. Et bientôt peut-être un homicide qui se déroule sous leurs yeux. L'une des femmes semblait déterminée à tuer sa belle-sœur. L'inspecteur se précipite vers l'hôpital, muni des preuves. Lonnie et Kevin sont encore là, alors il les interroge à nouveau, sachant désormais ce qu'il s'est réellement passé. Lonnie et Kevin avaient tous les deux menti sur le déroulement de la soirée. Il était temps qu'ils passent aux aveux. Écoutez-moi bien, le parking est sous vidéosurveillance. Il y a une caméra placée dehors, derrière le bar. Sur la porte de derrière? Oui, et l'image est très nette, Lonnie. J'ai regardé la vidéo et j'ai vu ce qui s'était passé. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Vous êtes dans une position délicate parce qu'il s'agit des deux femmes que vous aimez le plus au monde, n'est-ce pas? Comment c'est arrivé? Tout ce que je sais, c'est qu'on est sorti du bar. Et là, je me suis disputé avec ma femme. Il est environ minuit. Le bar ferme ses portes et les deux couples décident d'aller dans un autre bar pour finir la soirée. Mais Betty Jo prête plus attention au DJ qu'à son mari. Selon certaines allégations, Betty Jo aurait eu une aventure, ce qui aurait fragilisé leur couple et créé pas mal de problèmes. Le DJ et Betty Jo quittent le bar ensemble. Sur le parking, Betty Jo a pris le DJ dans ses bras.
De ce qu'on voit sur la vidéo, ils se sont juste enlacés, c'est tout. On ne voit rien d'autre. Mais ça a rendu Teresa folle de rage. Et elle a senti qu'il y avait sûrement eu plus que ça entre elle et le DJ. Ça a mené à une dispute et à une bagarre de coups de poing. Teresa a plaqué Betty Jo au sol et elle s'est assise sur elle. Et elle lui a asséné des coups de poing au visage et dans la tête, en lui disant « Tu ne referas plus jamais ça, mon frère ». Teresa était forte et c'était une bagarreuse qui savait se défendre. Alors c'était forcément un match inégal. On imagine la force qu'elle avait quand on voit Lonnie se démener pour libérer sa femme. On voit bien qu'il a du mal à arracher Betty Jo des griffes de Teresa. Il fait tout ce qu'il peut pour maîtriser sa sœur. Et Betty Jo en a profité pour monter dans la voiture. Betty Jo semble essayer de s'enfuir, mais la bagarre entre les belles-sœurs est loin d'être terminée. Lonnie Fowler s'apprête à révéler tous les détails sordides de ce crime. Elle voulait juste s'enfuir. Elle avait pris une sacrée raclée. Je sais pas comment ma femme a récupéré les clés. Betty Jo est montée dans la voiture et elle a démarré le moteur. Lonnie tenait toujours sa sœur dans ses bras et il se trouvait juste derrière la voiture. Kevin Curtis était appuyé sur le coffre du véhicule. Là, Betty Jo a enclenché la marche arrière. On voit les feux arrière s'allumer et elle a reculé d'un coup. La voiture a heurté Kevin qui a été projeté par terre. Et en même temps, l'avant du véhicule a frappé de plein fouet Lonnie et Teresa. Eux aussi ont été projetés au sol. Ils se sont retrouvés allongés, côte à côte, juste devant la voiture. Betty Jo a redressé les roues en direction de son mari et de sa belle-sœur, et elle a écrasé Teresa. Teresa ne peut éviter l'impact. Sa belle-sœur, sa meilleure amie, lui roule dessus et s'enfuit en la laissant agoniser par terre. Kevin a rampé jusqu'à Teresa et lui et Lonnie ont essayé de l'aider. Lonnie a pris le téléphone pour appeler sa femme. On voyait que Teresa était gravement blessée et qu'elle souffrait beaucoup. Elle se tordait de douleur par terre. Puis Betty Jo revient sur le parking. Betty Jo est revenue environ 11 minutes plus tard avec son mari. Betty a couru vers Teresa et elle l'a prise dans ses bras. Ensuite, ils ont mis Teresa dans la voiture. Personne n'appelle les pompiers. Ils prennent l'initiative de l'amener à l'hôpital eux-mêmes. Mais d'abord, ils décident de déposer Betty Jo chez elle, ce qui leur fait perdre 30 minutes. Teresa avait une profonde blessure dans l'abdomen et elle saignait abondamment. Mais non, ils ont préféré déposer Betty Jo chez elle et élaborer leur plan ensemble avant d'emmener Teresa à l'hôpital. Ils n'ont fait que des mauvais choix. Laissez-la se livrer à la police. Elle viendra. Ok, on va s'en occuper. Lonnie a accepté de nous aider. On est allé chez eux pour ramener Betty Jo. Elle était plutôt coopérative et même très docile. C'est fou parce que la personne responsable de tout ça est la seule à ne nous avoir jamais menti. La police embarque Betty Jo pour l'interroger. Elle ne sait toujours pas si Teresa a survécu. Elle va aller bien? Je ne sais pas. Elle est très... Elle va survivre? Je ne sais pas. Elle est gravement blessée. Je pense qu'hier, en allant dans ce bar, aucun de vous n'avait prévu de finir la soirée comme ça. Et il y a 16 ans, j'avais pas prévu que mes enfants meurent, mais ils sont morts. Je sais que vous avez déjà traversé pas mal d'épreuves dans votre vie. Oui. Elle était assise sur moi et j'ai demandé à mon mari de m'aider. Elle me frappait, alors je l'ai attrapée par les cheveux et je lui ai dit « Teresa, arrête, arrête de me frapper, ça suffit. » Et puis je me souviens avoir essayé de faire monter mon mari dans la voiture et ensuite, je me souviens être partie.
Mais il me semble qu'avant de partir, vous avez regardé Teresa. Vous avez redressé la voiture et vous lui avez roulé dessus. Ok. Et je sais qu'elle venait de vous donner une sacrée raclée. Je peux comprendre que les émotions prennent le pas sur la raison. Je vous jure que tout ce que je cherchais à faire, c'était m'enfuir et rentrer chez moi. Je ferai de mal à personne. On dirait vraiment que vous avez fait exprès de lui rouler dessus. Je ferai jamais ça, je l'aime. Betty, vous en êtes sûre? Ça avait l'air vraiment intentionnel. Je le jure sur la tête de mes enfants. Je n'ai aucune raison de mentir, mais faites ce que vous avez à faire. Que ce soit intentionnel ou accidentel, Teresa ne s'en sortira pas. On se parlait tous les jours. Et ce soir-là, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Ma mère ne m'a pas appelé aujourd'hui. Le téléphone a sonné le lendemain matin. Ils m'ont dit que ma mère avait eu un accident. Mais à les entendre, tout se passerait bien. Et puis, le chirurgien est venu me voir et il a dit, je suis désolé, mais votre mère est décédée. J'étais complètement anéanti. Ça semblait irréel. Betty Jo est inculpée de meurtre. On a retenu de lourdes charges contre elle. L'accusation la plus grave était celle de meurtre au second degré. Meurtre non prémédité. Moi, je pense que c'était un accident et que ce n'était pas du tout intentionnel. C'est Lonnie qui devait conduire ce soir-là. Betty Jo n'a même pas son permis. C'était la première fois qu'elle conduisait. Mais qu'en pensera le jury? Betty Jo a-t-elle intentionnellement tué sa belle-sœur ou était-ce un horrible accident? Betty Jo n'a jamais été jusqu'au procès. Il y a eu un arrangement et elle a écopé de 12 ans. Lonnie aussi a accepté un arrangement. Kevin est allé jusqu'au procès et il a été reconnu coupable d'obstruction à la justice pour avoir livré un faux témoignage. Je ne la déteste pas. Mais je ne veux plus jamais lui parler. Je suis quelqu'un de charitable. Et je pense qu'il y a du bon en chacun de nous. Mais c'est très difficile à croire qu'elle ne l'a pas fait exprès. Quand je vois cette vidéo, j'ai des doutes. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. Personne ne s'est réjoui de sa mort. C'est juste quelque chose de tragique. Ce qui fait le charme de ces petites villes, c'est ce qu'on trouve au détour d'une avenue, derrière une colline ou au coin d'une rue. La nature et le réconfort qu'elle procure, loin de la vie de famille chaotique. Les sœurs Sandy et Josie ont trouvé ce réconfort sur un lac isolé près de leur maison. C'est l'un de leurs endroits préférés. Sandy et Josie passaient leur temps dehors. Elles adoraient l'eau. Elles étaient tout le temps ensemble. Elles étaient très proches, unies, comme les doigts de la main. Leur père, Joe, s'est marié plusieurs fois. Sandy et Josie font donc partie d'une grande famille recomposée. C'est une grande fratrie, avec des frères et des sœurs, des demi-frères et des demi-sœurs. Certains sont déjà adultes et indépendants, comme Jocelyn et Joseph Jr. D'autres sont beaucoup plus jeunes, comme la petite Christelle. Avec tous ces enfants qui courent partout, Sandy est naturellement devenue une figure maternelle, surtout pour ses petites sœurs. Quand les parents n'étaient pas là, Sandy s'occupait d'elles. Elle aidait à les élever, à les habiller, à leur donner à manger. Elle a fait énormément pour ses sœurs. Sandy nous a